Desidero rivolgere un saluto, anche se da lontano, al Presidente del Centro Internazionale Magistrati, Gianni Galati, che temporaneamente è indisposto, e quindi con questo saluto gli giungano tutti gli auguri di un pronto e ottimo ristabilimento. La memoria di Fernando Rossi Cappellani, che per tantissimi anni è stato Presidente, prima segretario e poi Presidente del Centro Severini, è tra di noi, perché a lui si deve se per decenni e decenni questa istituzione ha portato avanti questo compito, trovandosi un mondo che pian piano si allineava all'idea del dialogo che, come ricordavo, è stata alla sua base. Dialogo, e prima ancora del dialogo la conoscenza, perché negli anni 50 a malapena un giudice italiano sapeva che altrove c'erano dei colleghi che più o meno lavoravano come lui o viceversa. Allora, il tema di oggi è un tema in perfetta linea con alcuni dei grandi temi, soprattutto degli anni 60 del Centro Severini, perché guarda dal mondo della giustizia e del diritto fuori, verso un mondo che interagisce profondamente nelle categorie del diritto e del giudicare. Il tema della giustizia digitale è un tema ormai all'ordine del giorno con il quale tutti si debbono confrontare. Pochi sanno, per esempio, che già sistemi di questo genere sono applicati in Gran Bretagna per quanto riguarda le contravvenzioni stradali. Tutti noi, di fronte a questa grande novità introdotta dall'applicazione della rivoluzione digitale al mondo del diritto e della giustizia, ci poniamo dei quesiti di limite di compatibilità, ed è esattamente questo cui mira il titolo del nostro convegno. Non si riferisce a principi giuridici comuni, si riferisce addirittura alla dignità dell'uomo, che è alla base dell'idea stessa dei diritti fondamentali. Naturalmente tutto questo sovverte alcune consolidate idee. Noi italiani citiamo spesso una battuta di un grande processualista, Salvatore Satta, che dice che il bello del diritto è di non essere come la matematica, cioè di essere opinione fin tanto che non interviene una sentenza passata in giudicato. Oggi ci troviamo di fronte praticamente alla messa in dubbio di questo grande tema, così come ci troviamo di fronte alla insorgenza autogenerata per lo più dalla macchina, ma anche eterogenerata, di norme non pubblicate, di norme non legittimate, ma pur sempre condizionanti. Si pensi per esempio all'incidenza, senza arrivare all'intelligenza artificiale nei contenuti, all'incidenza sulle forme processuali. Il tema quindi ci conduce un po', come ha detto adesso l'avvocato Campiani, al cuore della questione, cioè se questa, che per gli antichi, per Aristotele e Cicerone, era una virtù, cioè una capacità tipica dell'uomo, del vir, è delegabile, in che limiti è delegabile e con quali contenuti è delegabile alla macchina. Come dicevo, il calendario di questi 2 giorni è un calendario di primissimo ordine e di grandissima qualità. Passo subito la parola ad un vero maestro di questi temi, oltre che di molti altri, che ha giusto scritto un libro molto importante sulla giustizia digitale, che attende, speriamo tutti, sia tradotto in italiano, cioè il dottor Antoine Garapon, magistrato e segretario generale dell'Institut des Hautes Études sur la Justice di Parigi. Grazie mille, merci beaucoup. Je suis vraiment confus de devoir m'exprimer en français et de ne pas pouvoir parler votre belle langue. Et n'y voyez là aucun esprit d'hégémonie culturelle. Merci de cette invitation. Et avec autant d'amis et de têtes connues. Et je voudrais vous proposer une interprétation de nature anthropologique sur ce qui est en train de se passer. Une interprétation qui va réfléchir à partir de l'idée d'espace. Comment on met ça? Come si può mettere questo? Si on peut mettre le PowerPoint.
Alors, donc, pour mettre... j'ai préparé un PowerPoint. Merci beaucoup. Alors, l'hypothèse que je voudrais approfondir avec vous ce matin, c'est la suivante, c'est que, en réalité, pour comprendre ce qui nous arrive avec le digital, il faut passer par l'idée d'espace. Et mon hypothèse, c'est que le numérique correspond à une déspatialisation, c'est-à-dire au fait que nous vivons, il nous propose de vivre en dehors de l'espace. Donc, mon exposé aura 3 points. Tout d'abord, expliquer en quoi consiste cette déspatialisation, et elle consistera en la superposition d'un espace empirique de la perception et d'un non-espace, d'un destructeur de l'espace que représente le digital. Ça emporte 2 conséquences pour les juristes. Tout d'abord, c'est qu'on a des normes, on n'a plus de règles juridiques, mais on a des normes qui sont en état d'apesanteur, sans distance, sans formulation, sans limite. Et deuxième conséquence, il y a une indétermination des catégories du droit. Donc, d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un espace ? L'espace, c'est ce qui dispose dans une unité de sens commun qui permet la coexistence des objets ou des sujets. Mais ce qui est important, c'est que cet ordre qui a pour but de limiter ce qui sans ça serait illimité, qui est de donner une forme, donc une détermination à quelque chose qui, en dehors de ça, n'aurait pas de détermination. Et ce qui est très important, c'est de comprendre que l'espace, c'est quelque chose d'abstrait. Il y a un espace empirico-perceptif, comme celui-ci, il y a un espace politique, le territoire, il y a un espace esthétique, quand on est en présence d'une œuvre d'art, il y a un espace mythique pour les récits fondateurs, il y a un espace géométrique, mais il n'y a pas d'espace algébrique. La propre de l'algèbre et des nombres, c'est qu'ils sont justement hors espace, et on va le voir, l'informatique, c'est une question précisément de nombres. Alors, que se passe-t-il aujourd'hui ? C'est que nous avons la superposition d'un droit territorialisé que nous connaissons bien sûr intuitivement et puis par tradition depuis des siècles, et qu'il y a une écriture numérique qui nous permet de sortir de l'espace. Alors, par exemple, un exemple très simple, notre droit de la propriété, de la vente, c'est un droit qui repose sur une matérialité de l'objet. Alors on a comment dirais-je, élaboré pour l'informatique, pour la photocopie, etc. Mais aujourd'hui, on a la possibilité de donner un objet et de le garder en même temps, parce qu'il n'y a plus d'espace. Donc je peux copier et garder. On est donc dans un domaine ubiquitaire. Pourquoi ? Parce que l'espace qui a organisé la coexistence entre moi, sujet et l'objet, est profondément perturbé. Alors, si on continue, la légalité classique, je ne vais pas approfondir l'idée de légalité, mais la légalité classique, ça voulait dire qu'il y avait attendez que je vois, c'est ça, oui. La légalité classique, elle reposait sur un emboîtement, c'est ça qui est compliqué à comprendre, elle reposait sur un emboîtement de choses très profondes, et la chose la plus profonde, c'est un rapport au temps et à l'espace, ce que Kant appelle les catégories de l'entendement.
Et les catégories de l'entendement, quand on est dans un ordre stabilisé, dans un espace stabilisé, on n'a pas besoin d'y réfléchir, c'est évident. Mais avec le numérique, on a une perturbation très profonde de ces catégories. Il y a aussi un autre point sur lequel je voudrais attirer votre attention, parce que c'est notre hypothèse avec Jean dans le livre, avec Jean Lassègue, c'est de dire le numérique, c'est une révolution graphique. Il faut comprendre le numérique comme une nouvelle écriture, et une nouvelle écriture qui nous permet de faire un nouvel usage du monde. Alors, les révolutions dans l'écriture, c'est assez peu fréquent dans l'histoire. Il y en a eu 4 ou 5 en 53 siècles. Donc on comprend, et à chaque fois, chaque révolution a mis plusieurs siècles à développer tous ces effets. Hein, le codex, le livre, comme ça, est inventé au 1er siècle après Jésus-Christ, et il est véritablement popularisé au XIe siècle. Alors, tout notre droit était reposé sur un échange entre le fait que le droit s'écrit, surtout chez nous dans les pays latins, le droit s'écrit et il peut se lire. À partir du moment où on est dans une nouvelle légalité qui n'est plus spatiale, non spatiale, et qui se substitue à l'écriture, ça veut dire que le droit ne s'écrit plus et ne se lit plus. Si je prends l'exemple des smart contracts, les smart contracts, c'est des contrats qui ne s'écrivent pas, qui sont des programmes informatiques et qui peuvent être des contrats d'assurance, qui peuvent être des contrats dans des péricontractuels, etc. C'est de plus en plus, dans la blockchain, c'est de plus en plus répandu. Eh bien, on est sorti de l'écriture. On est sorti de l'écriture. L'idée de la codification napoléonienne, qui était si importante en France, c'était l'idée qu'on allait faire connaître un progrès considérable au droit, ce qui a été le cas d'ailleurs par le positivisme, en écrivant toutes les règles de manière claire et simple, contenues dans un code, qui vont permettre à tous les citoyens de les lire et donc de s'orienter dans l'espace juridique avec cet instrument. Aujourd'hui, comme cette nouvelle écriture, elle détruit en partie l'ancienne, parce que, on va dire, ce que dit un collègue qui est spécialiste de droit du travail, il dit « mais les juristes, vous lisez le droit du travail, mais ce n'est pas le droit qui s'applique. Le droit qui s'applique, c'est la régularité des indemnités qui sont données par les juridictions françaises pour une affaire donnée, et moi, avec mes algorithmes, je peux la comprendre, et toi, tu ne peux pas la comprendre avec les textes. Donc, j'établis une courbe normative qui est beaucoup plus précise que la jurisprudence, et qui va me permettre de prédire ce que vont décider les juridictions du travail. Ça veut dire que le contrat implicite entre l'écriture et la lecture du droit est rompu. Alors, je pense que pour progresser dans le raisonnement, il faut bien distinguer entre plusieurs choses, parce que quand on parle de déspatialisation, c'est ambigu. Cette déspatialisation par une écriture qui n'a plus d'espace, la suite de nombres, la suite de nombres, ce n'est pas de la géométrie, c'est une nouvelle ressource sémiotique. Ce n'est pas une causalité, ce n'est pas le digital qui va causer quoi que ce soit. C'est simplement, on a à notre disposition une nouvelle ressource sémiotique, mais qui arrive, et donc c'est ça la différence entre la ressource sémiotique et la causalité qui ne s'applique qu'à un monde physique. Alors, ça arrive en même temps qu'un phénomène qui a été extrêmement profond, qui est celui de la mondialisation qui consiste en une déterritorialisation. La déterritorialisation qui est une opération aussi de l'espace juridique. Si je décide que l'Ombrie devient une zone franche pour stimuler l'économie, et donc une zone qui n'est plus tenue par les lois sociales et fiscales italiennes, eh bien, je déspatialise, je déterritorialise cette région, et aujourd'hui, la mondialisation, il y a énormément d'expériences de déterritorialisation. Ça veut dire que le territoire physique, concret, n'a plus d'effet politique, ou des effets insuffisants. Alors,
c'est la question de la finance et de l'économie réelle et de la financiarisation. Et donc il faut distinguer cet événement historique, la chute du mur de Berlin, dont nous célébrons le 30e anniversaire aujourd'hui ou demain, la chute du mur de Berlin, ouverture des frontières, plus de guerre froide, donc un monde acéphale, un monde qui n'a plus de surplomb, et donc il va devoir trouver ses règles sans le surplomb. Une finance et le digital qui offre ces capacités de circulation extrêmement rapides. Et puis une troisième chose, il faut distinguer aussi l'exploitation stratégique de cette nouvelle consistance du monde. Et je le dis d'un mot, je crois que la force américaine qu'on rencontre tous les jours, c'est que la première, et pour encore dans certains secteurs la seule, a compris qu'elle pouvait continuer d'assurer son hégémonie ou son influence par cette nouvelle consistance du monde qui n'était plus une consistance matérielle mais une consistance de matière circulante. Donc ce qui se passe aujourd'hui, c'est non pas une substitution de l'espace empirique de la perception, de l'espace juridique constitué par des textes, par l'espace numérique, parce qu'il n'y a pas d'espace numérique. Le cyberespace est une image mauvaise parce qu'il n'y a pas d'espace numérique. C'est précisément le problème. Alors, notre difficulté, c'est qu'on vit dans des juxtapositions d'un monde spatial et d'un monde non spatial, et des juxtapositions qui ne sont pas coordonnées. Je vais donner deux exemples. Un exemple français et un exemple américain. L'exemple français, c'est dans une cour d'assises, le substitut et l'assesseur du président, qui sont des camarades d'école, tweetent pendant l'audience et commentent les témoignages et les preuves, lui, parquet, et son copain, juge. Alors, ils ont été sanctionnés disciplinairement, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'espace de la perception, l'espace perçu dans une salle d'audience, je suis séparé par une distance spatiale, et qui est redoublé par des rôles procéduraux, espace de la procédure, il y en a un qui accuse, l'autre qui juge, l'autre qui défend. Eh bien, ces espaces qui sont des espaces qui étaient emboîtés entre la perception et la procédure sont sidérés, sont court-circuités par le fait que deux acteurs peuvent échanger, communiquer, personne ne le voit, et ça va influer sur le poids testimonial des preuves. Donc, il n'y a plus d'espace cognitif stable. Je peux me croire tout seul dans ma chambre d'hôtel tranquille, et en fait, mon portable continue d'envoyer de la géolocalisation, etc. Autre exemple que je trouve très, très révélateur de cela, très révélateur de cette manière de court-circuiter l'espace. L'armée américaine a vendu, c'est un exemple réel qu'on a étudié dans mon institut, l'armée américaine vend du matériel très sophistiqué au Pakistan, en l'occurrence, pour la détection aérienne et le guidage des missiles. Et les Pakistanais ne sont pas complètement capables, ne maîtrisent pas, ça c'est un problème, ils ne maîtrisent pas l'utilisation de ce matériel, mais les Américains leur disent à un moment, parce que la politique pakistanaise ne suit pas la ligne qu'ils souhaitaient, leur dit, puisque c'est comme ça, je ne vous donne plus la mise à jour de ce matériel. Je ne vous donne plus la mise à jour, et donc, sans mise à jour, on ne va pas prendre le risque de monter dans un avion, confère, etc. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire trois choses. Ça veut dire tout d'abord que quand les États-Unis font ça, ils le font sans le dire, personne ne le sait. C'est absolument, et on l'a appris d'ailleurs par des militaires avec lesquels on travaille, mais ça n'apparaît pas dans la presse, donc c'est invisible. C'est
c'est une manière pour les États-Unis, comme c'est invisible, de ne pas prévenir ses alliés, notamment ses alliés de l'OTAN, et donc ça court-circuite les traités internationaux. Ensuite, si les Pakistanais disent « Attendez, vous vous êtes engagés, gouvernement américain », ils disent « Non, nous, ah ben non, Halliburton, les GAFA, Google, peut-être, mais nous, gouvernement américain, nous, vous savez, on est une démocratie, c'est très libre, Halliburton fait ce qu'il veut, moi je vends. » Ça veut dire, troisième conséquence, plus intellectuelle. Ça veut dire qu'en fait, quand on achète du matériel informatique, il y en a beaucoup autour de cette table, il n'y a plus de limite dans le temps. Quand je donne ça, je vends ça, je le vends, et je n'ai plus de prise sur cet objet à cause de la spatialité. Mais quand il y a un logiciel, ça veut dire que la mise à jour, qui est indispensable au fonctionnement du logiciel, la mise à jour montre qu'il y a une illimitation dans le temps. Non seulement dans l'espace, mais dans le temps. Et d'ailleurs, le temps et l'espace marchent toujours ensemble. Il y a une décision d'un juge fédéral américain, à mon avis extrêmement intéressante. Il dit, quand vous achetez une voiture, vous êtes propriétaire de la voiture, mais vous n'êtes pas propriétaire d'un logiciel de, je ne sais pas quoi, de régulateur de vitesse. Donc vous ne pouvez pas le détruire parce que vous n'avez pas acheté le logiciel. Vous avez acheté la voiture comme objet matériel. Vous n'avez pas acheté le logiciel qui est pas matériel, c'est immatériel. Donc, la difficulté que nous avons, c'est ces courts-circuits permanents d'un ordre territorialisé, les traités internationaux, etc., et de quelque chose qui le squeeze, on dirait en franglais, qui le court-circuite. Donc, comme conséquence, ça va avoir quelque chose de très perturbant à penser. Ce qui est perturbant, c'est qu'on va avoir apparaître des normes juridiques, mais des normes juridiques, comme le disait notre président, qui ne sont même pas formulées, elles ne sont pas publiées, on ne les connaît pas, ce ne sont pas des règles du tout. Ce sont des normes. Et ce sont des normes qui vont réussir à régler les rapports, donc qui vont avoir des effets puissants, sans qu'on les saisisse, sans qu'elles soient instituées, sans qu'elles soient limitées par l'institution juridique. Ça donne, et entre parenthèses, c'est une réflexion qui m'intéresse beaucoup sur l'espace. L'espace, encore une fois, c'est ce qui donne une configuration, une forme, et comme il donne une forme, il institue. Il institue et il commence un travail de signification. Quand il n'y a pas cette institution, il n'y a pas non plus ce travail. Le travail de signification est bloqué. Alors, des exemples. Des exemples tout de suite. Par exemple, l'idée de peuple est en train de perdre de plus en plus de vitesse, du moins chez certains, au profit de l'idée de multitude. La multitude, c'est la multitude, c'est le terme qui est employé, c'est la multitude pour le marché, c'est la multitude des gens qui sont regroupés exclusivement par un lien numérique. C'est ce que les politistes américains thématisent sous le terme de « democracy of groups », une démocratie par les groupes, qui est très important aujourd'hui. On dit, mais en matière d'écologie, la démocratie des groupes est beaucoup plus efficace que la démocratie territorialisée. Donc il n'y a plus de cités. Et ça veut dire que bon, c'est bien sûr le marché, et donc les entreprises du numérique ne sont absolument pas liées par un État. Alors, ça veut dire que ça va avoir plusieurs conséquences, mais je voudrais passer peut-être à ce principe-là qui est le plus perturbant. C'est que le droit, comme je le disais, le droit, il était institué par un texte, mais ce texte et toutes les institutions symboliques constituaient ce qu'on pourrait appeler un tiers terme garant et évaluateur. Quand on va devant un juge, quand on va devant un notaire, quand on va devant un avocat, on tombe sur un juriste qui va jouer un rôle de garant ou d'évaluateur, qui va valider une proposition ou ne pas la valider. Alors c'est cette triangulation qui est très importante pour la vie juridique, on le découvre tous les jours. Et le non-espace
le non-espace, cette possibilité de vivre en dehors de son corps, je vais y revenir, va permettre une coordination qui ne passe pas par un tiers terme garant, y compris pour la monnaie. Le Libra, la crypto-monnaie, les bitcoins, etc., c'est une manière d'avoir une monnaie qui ne joue plus le rôle de tiers terme qui garantit la valeur, qui est une dimension essentielle de la monnaie. Alors, ça veut dire qu'on est dans une société totalement horizontale, où on fait connaissance sans tiers introducteur, il va falloir, et tout le génie de ce qui se passe aujourd'hui, c'est de trouver une manière d'assurer une communication de nature systémique qui ne passe plus par un tiers symbolique. Alors, ça veut dire que on va avoir des automatismes. Le propre de cette écriture, c'est une écriture automatique par matching, des matchmakers, par correspondance. Et donc, ça veut dire que il y a, si je reviens à, on va se noter, s'évaluer réciproquement tout le temps. C'est le principe d'Airbnb, c'est le principe de Facebook, c'est le principe du classement de Shanghai. C'est-à-dire que ce qui n'est plus donné par le tiers terme est donné par des interactions d'évaluation réciproque, de notation, qui va d'ailleurs poser beaucoup de problèmes. Je pense à l'affaire qui, moi, j'ai trouvé scandaleuse, le deal, le settlement dans l'affaire Standard & Poor's. Standard & Poor's, l'agence de notation, donc quelque chose d'essentiel dans ce nouveau système, truque une évaluation. Elle est poursuivie par le procureur fédéral aux États-Unis. Elle transige en disant « mais moi je suis un acteur de marché, donc je vais transiger comme les autres entreprises transigent avec le Department of Justice, et aucune mesure n'est prise pour empêcher que Standard & Poor's puisse faire des évaluations fausses. » Alors, ça veut dire que la conséquence, c'est qu'on n'est plus dans un sujet de droit assigné par un statut et avec des rôles par la loi. On est devant un sujet qui est à la fois contrôleur et contrôlé, un sujet qui n'est plus obligé d'ailleurs de passer par son corps pour entrer dans l'espace public. Il n'y a plus d'espace public, donc d'où l'importance des avatars, pseudonymes, trolls, anonymous, etc. C'est-à-dire c'est une intervention purement signalétique de soi et non plus par le corps. Ce qui veut dire que, entre parenthèses, c'est beaucoup plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué de parler, de porter un jugement critique là-dessus. Aujourd'hui, il y a énormément comment dirais-je, la pensée de gauche, la pensée libérale se plaint beaucoup de la surveillance, la nouvelle surveillance, la sous-veillance, etc. Personnellement, je trouve, oui, c'est vrai, mais c'est une partie de l'histoire. La seconde partie de l'histoire, c'est qu'on est tous agents de cette surveillance. S'il y a une disparition du tiers terme garant, ça veut dire que l'instance tutélaire, elle-même aussi, est très affaiblie. Et on ne peut pas se satisfaire de ce modèle, du monde ancien. Ça veut dire que le sujet est piégé par son intérêt. Si vous voulez, dans un monde déspatialisé, c'est un monde dans lequel il n'y a plus de distance. Il n'y a plus de distance entre les législateurs et les sujets de droit. Il n'y a plus de distance entre les sujets dans les réseaux sociaux. Il n'y a plus de distance entre le sujet et lui-même. Il est fondu parce que même s'il est conscient de toutes ces difficultés, de tout ce risque, de tout ce piège, il est piégé par lui-même, il est piégé par le désir de se faire un peu d'argent avec la chambre d'amis, par le désir d'une vie accélérée. Donc, moi, je vais au supermarché, je sais que quand je passe par une caissière, je sauve un emploi.
que quand je passe par une lecture automatique, je supprime un emploi, mais je passe la plupart du temps par la caisse automatique parce que je suis pressé, parce que ceci, etc. Et ce qui veut dire que c'est un diagnostic très juste qui a été porté par Georg Simmel sur la modernité. Simmel dit, dans la philosophie de l'argent, Simmel dit, plus les modernes s'éloignent de la transcendance, plus ils vont chercher une compensation à la disparition de la transcendance dans une intensification de leur vie. Et une intensification qui passe par comment dirais-je, un affolement des signes numériques, signes numéraires, etc. Et donc je crois qu'il y a quelque chose de très profond, que le numérique répond à ce rêve fou de vivre en dehors de son corps et d'intensifier sa vie. Alors, ça veut dire que il n'y a plus de jugement, mais que le jugement se confond de plus en plus avec le calcul. C'est très intéressant. Il y a eu une petite décision que je trouve très intéressante. Comme toujours, c'est toujours les plus petites qui sont les plus signifiantes. Vous savez qu'aujourd'hui, le sexe et le genre sont séparés, que la Cour européenne, etc. Bon. Si bien que moi, je peux me sentir plus femme qu'homme et je peux me déclarer femme. Très bien. Très bien, quoi. Bon, très bien. Mais dans une compétition sportive, quelqu'un arrive en disant « mais moi, je suis une femme ». 140 kilos, une allure de rugbyman, mais je suis une femme. Comment on va régler ce problème ? Eh bien, on va le régler en mettant des normes qui sont le taux de testostérone, d'enzymes particuliers qui font que, passé ce taux, on est un homme, en dessous de ce taux, on est une femme. Voilà. Donc l'assignation du genre, du sexe, qui était une opération anthropologique, politique, fondamentale, devient simplement l'observation sérologique d'une prise de sang. Et donc, ça veut dire que, on pourrait développer, mais que la norme, à l'image de l'informatique, la norme, elle est embarquée dans l'objet. Elle n'est plus externe. La norme, elle est embarquée dans le corps, dans des quantifications, et elle n'a plus à être évaluée, discutée, débattue, comme le fait une cour de justice. Alors, troisième point, c'est que la fonction de l'espace, c'est d'apporter une limite, d'une forme, une limite et une détermination. Une détermination, ça veut dire que dernier point, j'avais passé ça, c'est le pouvoir. Il n'y a plus de distance avec le pouvoir. Le pouvoir est dissimulé et inlocalisable parce que il est fait par des gens qui n'ont pas la conscience d'être des législateurs. Quand il y a un congrès de cryptologues, de matheux, ou un congrès de médecins ou de biochimistes qui disent à quel moment la testostérone devient, etc., ils n'ont pas du tout le sentiment d'édicter une norme, ils ont le sentiment de faire leur travail de biochimiste. Mais en fait, ça va devenir une norme. Bon. Alors, troisième et dernier point, il y a un pouvoir, il y a des conséquences profondes sur la manière dont nous approchons, nous juristes, moi juriste, nous approchons le droit, parce que les catégories juridiques étaient des catégories qui tenaient leur validité d'être spatialisées. Ça, on pourra revenir si ça intéresse certains, mais on va se rendre compte que toutes les catégories fondamentales du droit vont être en péril. Première chose, on pourrait dire les déterminants topographiques du sens, c'est-à-dire toutes les distinctions, des distinctions qu'on croyait absolument inébranlables, sont aujourd'hui très en difficulté. La différence entre matière-forme, puisque l'écriture numérique produit sa propre matière. La différence nature-culture, rien que ça. C'est-à-dire toutes les sciences cognitives sont faites sur l'idée que le cerveau est un ordinateur, donc une chose,
et que c'est par la chose qu'on va comprendre un homme, etc. Donc c'est la différence entre ce qui est réel et ce qui est virtuel. La différence entre le privé et le public, ça non, j'en parle pas. La différence entre un sujet et un objet, parce que dans ce non-espace numérique, on est un point dans une circulation. On n'est pas. Bon. La différence entre le fait et le droit. Comme mon avocat de la justice prédictive me dit, en matière de licenciement, il y a une courbe normative, ça veut dire qu'il a dépassé l'opposition entre le fait et le droit, parce que c'est plus du droit, puisque c'est une opération algorithmique, et en même temps, elle est extrêmement déterminante des comportements des juges et des avocats, donc en fait, Et puis la distinction descriptif-prescriptif, c'est le fameux théorème de von Förster, qui est le créateur de la seconde cybernétique, et à travers laquelle il dit, quand on décrit les choses, en fait, c'est une manière de prescrire le comportement. Alors, perturbation du paysage moral. Si vous regardez, c'est Charles Taylor insiste beaucoup là-dessus. En fait, on conçoit la moralité, notre conception de la moralité est indissociable d'un paysage moral. Et la plupart d'ailleurs des métaphores pour parler de la moralité sont des métaphores spatiales. On dit un déviant, le droit chemin, la voie, la vérité, la vie. Extraordinaire, cette trilogie biblique, évangélique. Je suis la voie, la vérité, la vie, ça veut dire je suis spatial, véritatif et vital. Et c'est indissociable. Ça veut dire que quand on n'est plus en présence d'autrui, ce qui est prouvé par toutes les études sur les réseaux sociaux, en fait, on est contraint par la coprésence et de vivre dans un espace empirico-perceptif. Ça veut dire qu'on est contraint par la présence des autres. Moi, le fait d'être ici et parmi vous, d'être cravaté, d'être à côté de personnes illustres, fait que mon comportement est modifié. Dans les réseaux sociaux, dans une architecture, une spatialisation aussi riche en plus. Bon. Dans les réseaux sociaux, on constate qu'il y a une augmentation de la violence, une baisse considérable du raisonnement, de la subtilité, etc. Parce que on a perdu la contrainte de la présence, de la coprésence physique des autres corps près de soi, de ce qu'on pourrait dire, c'est la perte d'imagination d'autrui. Autrui fait défection, on ne peut plus l'imaginer, et d'ailleurs il y a une défection de la culpabilité qu'on constatait déjà en droit maritime. Hein. C'est un vieux proverbe qui est rappelé par un vieux proverbe. Délinquer sur la mer, c'est moins grave que délinquer sur terre, parce que délinquer sur la mer, on n'a pas de témoins, c'est tout le problème de la piraterie, qui est un problème. Donc, on le voit par exemple dans la visioconférence. Quand vous avez un détenu qui comparaît, qui s'est levé tôt le matin, qu'on a extrait de la prison, qui vient dans une salle d'audience, qui se retrouve avec ses co-détenus, co-impliqués dans une affaire, il est mal à l'aise. Et ça complique le travail de l'audience, mais c'est important. Si je tiens une audience en crime organisé avec en visioconférence avec quelqu'un à Palerme, quelqu'un à Chicago, quelqu'un à Paris, ils disent ce qu'ils veulent, hein. On voit bien qu'il y aura une baisse de la qualité probatoire. Disparition d'un cadre de véridiction, c'est-à-dire que pour produire de la vérité, hein, c'est toujours cette trilogie que je trouve extraordinaire sur la voie, la vérité, la vie. En fait, pour produire une vérité, on ne peut produire une vérité que dans un cadre avec ce que Michel Foucault appelait une forme de vérité. Et cette forme de vérité, c'est un cadre spatio-temporel. Et il y a une pratique qui se développe de manière extrêmement préoccupante d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle le vigilantisme.
le vigilantisme, c'est la justice sur les réseaux sociaux. Et la justice sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire c'est une justice, c'est-à-dire il y a bien la préoccupation d'honorer une préoccupation morale, même si elle est détestable, et on va le faire en dehors de tout cadre spatio-temporel. C'est une justice totalement déspatialisée, si vous voulez. Et alors c'est très intéressant parce que y a donc une rupture du lien entre le territoire, la communauté culturelle, la signification. Par exemple, le New York Times a décidé de ne plus publier des dessins de presse, des caricatures. Trop compliqué. Trop compliqué dans une audience mondialisée qui ne partage plus des présupposés culturels. C'est les affaires des caricatures du prophète. C'est trop compliqué, donc le New York Times, il y a 2 mois, a dit « on arrête, il n'y aura plus de caricatures ». Parce que les caricatures, pour faire rire, elles avaient besoin de s'adresser à une communauté historique, territorialisée. De gens qui... Il n'y a pas plus national et plus culturel que l'humour. Et on peut être très proche, l'humour est quelque chose de de manière quasi inexplicable, très culturel. Alors, on constate 2 choses dans ces réseaux sociaux, dans cette justice déspatialisée, on constate 2 choses. C'est tout d'abord le retour de logique archaïque. Le bouc émissaire, la honte, la stigmatisation des femmes, et notamment des femmes légères, parce qu'il y a MeToo, mais il y a aussi le contraire. Celle-ci, c'est une pute, passez-moi l'expression. Très très fort dans les cités de France. Donc quelque chose de très archaïque, quelque chose que toute la civilisation par le droit voulait dépasser. Et puis, il y a aussi une autre chose, je n'ai pas le temps de développer, parce que je vais devoir m'arrêter, mais... Ah bon. Il y a quelque chose qui est très intéressant aussi, c'est ce que les Anglais appellent le weaponization of images. Ça veut dire que je veux stigmatiser quelqu'un, et bien pour stigmatiser quelqu'un, je vais simplement mettre sa photographie, la photographie dans une position ridicule, ou la photographie de sa voiture qui est devant mon parking, avec son numéro, ou la photo d'une femme, etc. Bon. Alors, c'est très intéressant. Ça veut dire que dans ce monde déspatialisé, l'image numérique va servir de texte, mais ce n'est pas possible. Une image ne peut pas servir de texte. Ça ne peut pas marcher. Dans mon institut, à Paris, on travaille avec l'opposition syrienne et la guerre de Syrie. J'avais prévu initialement de faire mon exposé là-dessus. Bon. La guerre de Syrie, pour la première fois dans l'histoire humaine, c'est la guerre qui a été la plus filmée. Elle a été filmée par l'opposition, par les groupes rebelles, par les Russes, par les Américains. On dispose de millions de vidéos sur la guerre de Syrie. Et avec l'interopérabilité de l'image, vous pouvez, par exemple, il y a une photo d'un convoi militaire, il y a le numéro du missile, vous avez des logiciels qui vont permettre de dire c'est un missile qui a été construit à Pékin, vendu à Tchécoslovaquie, revendu, etc. Vous pouvez faire la reconstitution d'un vol de bombardement horodaté, géolocalisé, avec une précision infinie, et dire l'avion a décollé à 16h28, il a bombardé à 16h45, etc., etc. Et vous voyez en même temps la trajectoire de l'avion et les personnes qui filmaient sous les bombardements, dont un grand nombre sont mortes d'ailleurs. Et il y a des choses terribles de photos qui sont prises alors que la personne est tuée, mais on l'entend, la photo, on entend son râle, etc. Bon, c'est quand même un rapport au réel qui est assez particulier. Mais ce que je veux dire par là, c'est que... alors ce qui est très intéressant, c'est qu'il faut taguer mais donc l'image sert de support de sens comme un texte, elle circule. Oui, petit détail, ceux qui ont la mémoire la plus sûre des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité commis en Syrie, c'est Google, c'est Facebook,
Ce n'est pas un gouvernement, c'est des entreprises privées. Et elles ont à la fois le plus d'images et elles ont aussi les logiciels qui permettent d'exploiter ces images. Je referme la parenthèse. Alors, ce qui est intéressant dans cette question de la weaponization of images, ce qui est intéressant, c'est qu'avec les deepfakes, c'est-à-dire avec la nouvelle vague de fake news, on va être capable, je parle sous le contrôle des informaticiens ici, on va être capable de produire des images dont on ne pourra pas détecter la recomposition. Donc elles seront, est-ce que c'est une véritable image, est-ce que c'est un fake? Personne ne peut savoir. Personne. Ce qui veut dire que le paradoxe de l'ambiguïté des signes, c'est que le summum du développement technique va aboutir au summum de la défiance. On ne peut plus croire personne, et on ne pourra même plus croire ce qui circule sur les services sociaux, vu que... Bon. Alors, dernier point, ça veut dire que la nouvelle géographie mentale du droit, si on regarde en droit, la spatialisation était absolument essentielle pour les concepts. C'est-à-dire que j'étais à la Cour de cassation mardi et on travaille sur ces questions-là, sur la chambre sociale de la Cour de cassation française, sur la réglementation du travail. Bon. Et il me disait, on a une difficulté, c'est qu'il y a un certain nombre de nouvelles tâches sur Internet qui sont considérées par certains comme du travail, par d'autres comme du loisir. Qu'est-ce que c'est? Comment est-ce qu'on intervient, nous autres juges, sur quelque chose? Est-ce que c'est du travail ou du loisir? Aujourd'hui, le contrôle social, c'est un contrôle qui se fait par la liberté et pas par la contrainte normative, comportementale. Je suis frappé de ce que on est fasciné par ce qui est hybride. Ce qui est hybride, c'est déterritorialisé, c'est déspatialisé. Alors, si on regarde comment s'articulent ces deux espaces entre l'espace territorialisé et le non-espace du digital, en réalité, les deux sont tellement confondus qu'ils sont inextricables. Quand la France, autre exemple, la France est très préoccupée des sanctions américaines sur l'Iran. Il y a une réflexion avec l'intelligence économique sur les États-Unis, l'Europe, enfin bref, c'est... Bon. Mais quand on regarde c'est qui les États-Unis? C'est qui les États-Unis? Pas majoritairement, mais beaucoup d'ingénieurs français qui travaillent dans la Silicon Valley. C'est qui les avocats de Google? Quasi essentiellement des avocats français qui travaillent en Irlande. Donc l'idée de loyauté, l'idée d'une loyauté qui était liée à un territoire, à une nation, etc. Aujourd'hui, tout cela est confondu. Ça veut dire qu'il y a une intrication de l'état de droit nécessairement territorialisé et de l'état de nature hors espace qui est très difficile à penser. Voilà, en conclusion, notre colloque se concentre sur l'idée de dignité humaine. Et ce que j'ai voulu dire, c'est que la dignité humaine, ce sont des valeurs auxquelles nous sommes bien sûr tous attachés, mais elle a des conditions, elle a des préconditions. Et ces préconditions, elles sont profondes, elles ne sont pas forcément visibles. Et il n'y a pas de dignité dans un monde qui ne soit pas habitable, dans un monde qui ne soit pas habitable par des hommes. Et un monde habitable par des hommes, ça veut dire un monde dans lequel il y a un espace pour que les hommes puissent l'habiter. Merci. Grazie al dottor Garapon per questa straordinaria prolusione che ci ha mostrato come ormai ci si deve misurare con una nuova antropologia, prima ancora che con una nuova antropologia del diritto, per comprendere cosa sarà dei nostri strumenti e che cosa sarà del diritto stesso nella società a venire. Bene, ora è prevista una pausa caffè, direi di 20 minuti,
e poi ci ritroviamo qui.